Ce paysage semble tout droit sorti d'un film de science-fiction un peu kitsch. Une beauté du diable qui cache l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Fumerolles de vapeur de soufre, rivière d'acide, voici le désert du Danakil en Éthiopie. Ici, toute trace de vie a disparu. Ou presque. Seule la faim pousse les hommes à venir affronter la route de ce four à ciel ouvert. Car le désert du Danakil cache un trésor. L'or blanc. Voilà comment je sors le sel de la terre. Je découpe des morceaux dans le sol. Je sors la plaque de l'eau salée. Je la nettoie et après je la vends au tailleur. Les forçats du sel gagnent 2 € par jour. Tout juste de quoi survivre. Moi, je suis le plus ancien. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. J'ai 6 enfants à nourrir et pour ça, je travaille tous les jours dans le désert. Ici, tu payes pour manger, pour te loger. En fait, tu payes pour tout. Et pour toute ta famille. Du coup, je n'arrête jamais de travailler. Certains jours, la température frôle les 50 degrés à l'ombre. Seul problème, il n'y a pas d'ombre. Il fait très chaud. Le soleil nous brûle. Et le sel nous ronge les yeux, la peau des mains et des pieds. Chacun se rafraîchit avant d'entamer les 3 jours de marche du retour. Ils auront une centaine de chameaux à gérer. C'est bien plus lent qu'un camion, mais bien plus fiable. Et surtout, plus sûr. Les routes éthiopiennes sont parmi les plus dangereuses du monde. Voitures et camions circulent souvent sur des infrastructures d'un autre âge. Les chauffeurs ont une règle d'or qui fait froid dans le dos. Quand la route est mouillée, il ne faut surtout pas freiner. Il faut juste bien jouer du volant pour ne pas déraper. Quel que soit le moyen de transport, les Éthiopiens risquent leur vie. Ces antiques 404 ont un freinage très relatif. Et le train n'est pas plus sûr. C'est le plus vieux d'Afrique. Ces rails datent de 1917. Alors forcément, les déraillements sont fréquents. Le tortillard leur réserve quelques belles surprises en plein désert. L'Éthiopie serait le berceau de l'humanité. Ces forêts auraient vu naître les premiers pas de l'homme. Elles abritent encore de féroces et dangereuses traditions. La gare de Dirdawa s'anime 2 fois par semaine, dès 5 h du matin. À chaque fois, l'ambiance est tendue. Personne ne sait s'il y aura assez de place dans les wagons. Il n'y a pas d'électricité dans le train. Victor, le conducteur,
vérifie le bon fonctionnement de sa locomotive à la lampe torche. Je suis très attentif à ce cadran. C'est le niveau d'air comprimé qui régule les freins du train. Cette manette actionne les freins des wagons et celle-là ceux de la locomotive. Ce volant sert à accélérer et ralentir. Et cette clé à aller en avant ou en arrière. Tout semble désorganisé, mais pas tant que ça. Il y a de l'ordre dans cette pagaille. On a un peu de retard à cause du chargement. Le train entame son voyage avec seulement une demi-heure de retard. Un exploit. Il faut en moyenne 10 heures au tortillard éthiopien pour parcourir les 310 km qui le séparent de la petite ville de Guélilée. Dans les wagons, c'est la loi du « pousse-toi de là que je m'y mette ». Et gare à celui qui tenterait de piquer la place de l'autre. Les plus agiles cherchent de la place à l'extérieur des wagons. Et les moins farouches jouent même à un jeu dangereux. C'est facile de jouer les équilibristes. On n'a pas peur. On monte sur le toit pendant que le train roule, on a l'habitude. C'est pas dangereux. On fait ça depuis toujours. J'ai un copain qui a eu un accident très grave. Il est tombé sur la tête et il est mort sur le coup. Ses bras, ses jambes et sa tête ont été coupés par les roues du train. Il a été enterré juste là. Pas très loin d'ici. Attention, attention aux branches. Les trompe-la-mort jouent avec leur vie. Un jeu absurde, mais c'est leur choix. Les passagers, eux, n'ont rien demandé. Le train ne possède aucune sécurité. Les wagons sont même dépourvus de manettes d'arrêt d'urgence. Alors gare au manque d'inattention. Le billet aller-retour coûte 6 €, mais certains ont droit à une place à vie. Comme cette adolescente de 15 ans, Abeda. Cette jeune fille ne paye pas. Elle a eu un grave problème avec le train. J'ai eu un accident il y a un an. Je déchargeais ma marchandise quand le train est reparti. À ce moment-là, j'ai glissé et je me suis retrouvée bloquée sous le wagon. Heureusement, quelqu'un a donné l'alerte. Ils ont réussi à me sortir de là. Mais j'ai perdu une jambe. Regardez, à partir du genou, c'est une prothèse. Mais j'ai un ami qui a perdu ses 2 jambes. Abeda loupe l'école 2 fois par semaine pour prendre le train. Ce n'est pas une voyageuse comme les autres. Elle est vendeuse de cat.
Vérifie le 4, s'il te plaît. Dis-moi comment il est. Les feuilles sont toujours bien vertes. Il faut qu'on l'aère un peu pour qu'il ne se dessèche pas. Quasiment tous les Éthiopiens mâchouillent ces petites feuilles au goût amer. Le khat est une drogue qui permet de rester éveillé. La plante est interdite en France. La concurrence est rude pour Abeda ce jour-là. Il y a plusieurs vendeurs de khat par wagon. Même au bar, ou plutôt ce qui y ressemble, on vend la plante. Si je ne vends pas mon 4 rapidement, il va se dessécher. Si c'est le cas, je baisse le prix et j'arriverai à tout vendre. À chaque halte, commence la danse des commerçants. Les odeurs de beignets et d'épices emplissent l'air. Les disputes sont inévitables. Apparemment, ceux-là ne se sont pas entendus sur les prix. Abeda attend le client à la fenêtre. Elle ne veut pas perdre sa précieuse place assise. L'argent lui sert à payer ses études et quand il en reste, l'adolescente le donne à ses parents. Le tortillard est une ligne de vie. Il fait vivre les milliers de familles qui habitent le long de sa voie. Le train, c'est comme notre mère. On l'adore. Tous les gens du village ont besoin du train. Même si on ne prend jamais le train pour voyager, il est très important pour le commerce. Si le train s'arrête, je n'aurai plus de travail. J'espère qu'il ne s'arrêtera jamais de rouler. Le soleil de midi chauffe maintenant à blanc la tôle du vieux serpent de fer. À l'intérieur, les passagers cuisent doucement. Il fait près de 40 degrés. Même s'il n'y a pas de vitres, ni de portes, les courants d'air ne suffisent pas à faire descendre la température des wagons. Un enfer qui ressemble presque à une première classe. Comparativement à ceux qui voyagent dans un wagon en bois qui date de la création de la ligne en 1917. Les ouvertures sont hautes, l'air ne circule pas. Les 300 voyageurs ne sont pas au bout de leur peine. Le train avance à 30 km/h de moyenne. La vieille locomotive Alstom des années 80 fait ce qu'elle peut, mais les 3 millions de kilomètres qu'elle a déjà parcourus commencent à lui peser. Victor sent bien que le moteur se montre souffreteux. Même pour un diesel, cette fumée n'est pas normale.
La température de l'eau est élevée. Ça boue. Je vois de la fumée là-dedans. On a un petit problème. On va devoir réparer. On n'a plus de puissance à cause du turbo qui a cassé. Avant de mettre les mains dans le moteur, il faut attendre qu'il refroidisse. On n'a vraiment pas de bol. La chance n'est pas avec nous, là. Ça risque d'être un peu long avant qu'on puisse réparer. Les voyageurs le savent bien. La réparation peut prendre des jours. Certains décident de continuer à pied. Si le moteur repart, le train les rattrapera. Victor, lui, s'en remet au mécano. Des passagers se tournent vers la prière, mais à chacun son Dieu. Allah pour les uns et le reggae pour les autres. On veut de l'eau, s'il vous plaît. Est-ce que les gens du train vont nous donner de l'eau? Impossible de prévenir le chef de gare. Dans le désert, les portables ne passent pas. Peut-être enverra-t-il des secours quand il se rendra compte que le train a disparu. L'Éthiopie ne ressemble pas qu'à un immense désert. Ce n'est pas un hasard si le pays est surnommé le toit de l'Afrique. De hauts plateaux recouverts de forêts s'élèvent en son centre. Ici, les pluies sont abondantes. L'eau n'est pas un problème. Par contre, pour la cheminée, là, c'est autre chose. 22% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Nathanaël est un porteur du précieux liquide. Tous les jours, il fait des allers-retours à cette source pour remplir ses bidons qu'il revend en ville. J'ai fabriqué moi-même ce chariot pour transporter l'eau. Comme ça m'évite de payer le taxi. Par quel miracle son chariot résiste au poids? Surtout que Nathanaël fait le trajet 10 fois par jour. Au total, il transporte près d'1 tonne d'eau. C'est très dangereux sur la route. J'ai un peu peur, mais bon, il faut que je le fasse. Les 5 km de descente se font au milieu des camions. Les enfants ont fini par imiter son chariot. Leur descente donne des sueurs froides.
Je vends le jerrycan 15 centimes d'euros. À 60 ans, chaque bidon commence à peser le double de son poids. Nathanaël n'a pas d'autre choix s'il veut manger tous les jours. Plus au sud, la région de Kaffa est perchée à 1714 mètres d'altitude, la grande ville de Bonga. Ce matin-là, Salomon, conducteur de camion, n'est pas vraiment réveillé. On ne peut pas dire qu'il a le compas dans l'œil. Seulement quelques caisses de bière. Le fret n'est pas le cœur de son métier. Dans cette partie du pays, les transports en commun sont inexistants. Alors les bennes de camions comme celle de Salomon sont très recherchées, même si le ticket est hors de prix. 2,50 € le voyage, une fortune pour ces paysans qui gagnent tout juste 1 € par jour. Tu payes, tu montes, tu payes pas, tu montes pas. Tu peux payer ton ticket? Elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. Je n'ai pas les moyens, mais il faut absolument que je fasse ce voyage. Allez, c'est bon. Je vais payer pour toi, va. Ils vont parcourir 60 km en près de 10 heures. Un voyage sans fin, debout ou en équilibre précaire pour certains. Les plus chanceux sont au fond de la benne. Et il vaut mieux, car au moindre coup de frein, les voyageurs debout passeront tous par-dessus la cabine. Mais pas de quoi avoir peur selon Salomon. Sa technique de conduite pour éviter ce genre d'accident est imparable. Un mauvais conducteur, c'est quelqu'un qui a peur de la route. C'est sûr, il aura toujours de gros problèmes sur la route. Les bons conducteurs, eux, ne freinent jamais. Ils jouent du volant, mais ne freinent jamais. 10 km plus loin, cette côte n'annonce rien de bon. Allez, descendez là. Dépêchez-vous là, il faut descendre. Une partie des voyageurs pousse, les autres sont obligés de continuer à pied. La pente est trop forte là, et mon moteur manque de puissance. Faut surtout pas que je m'arrête, parce que même sans passager, mon camion a du mal. Sur les 36 000 km de route que compte l'Éthiopie, seuls 6 000 sont goudronnés. Il risque de pleuvoir là. Regarde le ciel, il est en train de changer. Il noircit. La météo, on ne peut jamais la prévoir. Elle change en permanence.
Les heures passent. La fatigue commence à se faire sentir. Salomon mâche du cat. La plante empêche de dormir, mais elle a aussi pour effet d'annihiler les réflexes. Et sur la boue, les conséquences peuvent vite devenir dramatiques. En 2004, quand j'ai commencé ce métier, il a plu pendant 1 mois sans discontinuer. La route était horrible. C'était une vraie patinoire. Un jour, alors que j'avais une 40aine de passagers avec moi, le camion est devenu complètement incontrôlable. Il a fini par se coucher sur le côté, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. Ça m'a donné une bonne leçon. Les voilà à destination. 10 heures de voyage sans aucun problème. C'est assez rare en Éthiopie d'après Salomon. Même si les routes restent difficiles et extrêmement dangereuses, elles absorbent 90% du trafic de marchandises. Et ce n'est pas pour rien. Le réseau ferroviaire éthiopien est une plaie pour le pays. Il ne se passe pas une journée sans un problème mécanique. Le train qui relie Dirdawa à Guélilé est toujours en panne au milieu du désert. Cela fait 4 heures que les 300 passagers attendent sous un soleil de plomb que l'on vienne les secourir. Le train est déjà tombé en panne avec moi. Je suis restée bloquée 3 jours. 3 jours, vous imaginez? Victor, le conducteur, Ah, c'est pas facile. et ses 2 assistants Vas-y, tiens-moi l'écrou. essaient de réparer avec les moyens du bord. 4 heures qu'ils bataillent avec leurs outils. Un de leurs espoirs se trouve dans les passagers qui ont quitté le train pour continuer à pied. Ont-ils pu prévenir la gare afin qu'ils envoient une nouvelle locomotive? Mais toujours rien à l'horizon. Les rails restent silencieux. Ce drôle d'engin sert à inspecter les voies. Mais ce n'est pas lui qui va pouvoir leur porter secours. Il est bien trop léger pour tirer un train de plusieurs tonnes. L'espoir se cache à la gare de Dirdawa. Pourtant, l'endroit semble abandonné. La gare est un vestige de la présence française dans le pays. Quasiment rien n'a bougé depuis sa construction en 1917. Ces hommes font ce qu'ils peuvent pour maintenir en vie les vieilles mécaniques. Voilà la locomotive de secours.
elle n'est pas en meilleur état que celle du train bloqué en plein désert. Ce travail est un vrai casse-tête. Il me manque beaucoup de pièces détachées. Le moteur est compliqué, mais si je veux qu'il vive longtemps, il faut bien le graisser. Toutes ces pièces de rechange ont été récupérées sur des locomotives bonnes pour la casse. Les mécanos sont les rois de la débrouille, car plus aucune pièce ne se fabrique. D'ailleurs ici, rien n'est jeté. Quand je pose une latte sur le banc, il ne faut pas que ça gondole. Je dois aussi faire attention qu'aucun clou ne dépasse. Il faut que ce soit impeccable. Regarde ici, c'est cassé. Pour le réparer, je recycle les lattes de cet ancien banc. Cette locomotive de remplacement n'est pas prête de voler au secours du train, bloqué en plein désert. Pour repartir, Victor, le conducteur, va faire preuve d'ingéniosité. C'est ce boulon qui tient le turbo. Je ne peux pas le remettre en place. Le pas de vis est foutu. J'en ai pas de rechange. Et dans le coin, croyez-moi, il n'y a pas de magasin de pièces détachées. Enfin, presque. Dans ce désert, on trouve du bois. Il faut bien qu'on essaye quelque chose avec les moyens du bord. Avec ce morceau de bois, Victor compte maintenir en place le turbo du train. J'espère que le turbo va tenir avec ce bout de bois. Serre-le bien. Pour moi, c'est bon comme ça. Et le miracle se produit. Mais pas sûr que cette réparation de fortune tienne bien longtemps. Pour l'instant, un problème chasse l'autre. L'état de la voie inquiète Victor. Les rails ne sont vraiment plus en bon état. C'est dangereux. On ne devrait pas accepter de rouler sur cette voie. On risque vraiment de gros problèmes. Victor envoie une vigie à l'avant du train. L'homme guette les traverses qui se détachent et les rails gondolés. Victor fait tomber la vitesse de 30 à 20 km/h. Et il vaut mieux. Ces wagons renversés marquent l'imprudence de certains conducteurs. On n'a pas le choix. La société des chemins de fer n'a pas l'argent pour faire les réparations. Cette situation ne changera jamais. Quand on roule sur cette voie, c'est une question de chance. Parfois, le train déraille tout simplement parce que les wagons sont trop chargés. Le voyage leur réserve encore bien des surprises. La construction de cette voie de chemin de fer en 1907 marque le début de la coopération française. La langue de Molière
fait son entrée dans les écoles éthiopiennes en 1960. C'est aussi à cette période que la France aide le pays à rédiger son code civil. Ce ne sont pas les seules empreintes laissées dans le pays. L'une d'elles perdure dans la cité d'Harar. La Peugeot 404. Bon alors bien sûr, côté pollution, c'est pas terrible. Elle date des années 60-70, mais elle est increvable. Les 404 sont parfaites pour le pays. Elles s'adaptent bien à la chaleur et elles sont assez puissantes pour monter les côtes. Comme elles sont costauds, on peut les charger au maximum. C'est une voiture française de qualité. Elles sont encore des centaines à parcourir les rues de la cité d'Harar. La majorité de ces vieilles guimbardes servent de taxi. Les carrosseries ont beau grincer, les freins ont beau chouiner, la solide française reste vaillante à la tâche. Impossible de savoir le kilométrage. Je n'ai jamais eu de compteur. Je peux pas te dire. On s'en fiche du compteur du moment que ça roule. Rien ne marche dans cette voiture. Il n'y a aucun voyant. Il faut juste qu'elle roule, c'est tout. Salomon facture la course seulement 10 centimes d'euros. S'il demandait plus, très peu de personnes pourraient payer. Le taxi reste un mode de transport très populaire. Dans une journée, je transporte entre 400 et 500 personnes. Normalement, je n'ai pas le droit d'en faire monter plus de 5. Mais ça nous arrive d'en prendre 6. Selon Salomon, son taxi est la meilleure agence matrimoniale de la ville. Moi, j'ai trouvé mon mari dans un taxi. En fait, tu l'avais déjà repéré. Non. Un jour, je suis montée dans un taxi, j'ai discuté avec le chauffeur, il m'a draguée, et le lendemain, je l'ai revu et on ne s'est plus jamais quitté. On fait toujours des rencontres. Le taxi, c'est convivial. Je connais mieux mon taxi que ma femme. Je passe plus de temps avec lui qu'avec elle. Le secret de jouvence des 404 se trouve dans un coin reculé de la ville. Bonjour, j'ai un souci avec ma voiture. Tu peux regarder le moteur? Oui, je vais jeter un coup d'œil. Voilà le problème. C'est cette pièce qu'il faut changer. Ça sert à réguler la vitesse de la voiture. Ce n'est pas facile de trouver des pièces neuves de Peugeot 404. Il nous arrive souvent de les récupérer sur les vieilles voitures de la casse. La plupart du temps, on fait du recyclage. On est obligé d'avoir de l'imagination. On se débrouille avec ce qu'on a. Comme pour le train, les pièces se font de plus en plus rares. Dans quelques années, les 404 auront disparu des rues d'Harar. Il fut une époque où il ne faisait pas bon de traîner la nuit dans les rues de la cité. Le danger ne venait pas des rôdeurs, mais d'un péril bien plus grand. Aujourd'hui encore,
La nuit n'est pas sans crainte aux abords des remparts. Le danger se tapit toujours dans le noir. Mulugeta et ses enfants sont les seuls à contrôler cette force qui terrifie les habitants. Ils sont les seuls à être acceptés par le peuple de la nuit. Les hyènes. Au début, quand je voyais les hyènes, j'avais la trouille. Je m'enfuyais en courant. La hyène est très forte. Si jamais elle mord, vous n'avez aucune chance. Une seule hyène a la force de 7 chevaux. Heureusement, on peut savoir quand elles se sentent menacées. Elles émettent de drôles de cris. Je leur donne à manger tous les soirs parce que sinon, elles restent sauvages. Depuis le 19e siècle, un pacte unit les hyènes aux habitants d'Harar. Pour qu'elles cessent d'attaquer leurs troupeaux, les habitants laissaient les charognards envahir les rues de la cité la nuit, afin qu'elles fassent un festin de leurs ordures. Aujourd'hui, les hyènes ne servent plus des boueurs, mais la cité continue de les nourrir. Comme son père, Mulugeta leur apporte à manger toutes les nuits depuis 26 ans. La confiance est totale. Elles sont maintenant une trentaine autour d'eux. Regarde dans ce trou. Il y a plusieurs bébés. Dès qu'il y a un bruit, ils se cachent immédiatement. Regarde, voilà la mère. Mulugeta se fait un peu d'argent en revendant de temps en temps les bébés à des zoos. Je n'arrêterai jamais de donner à manger aux hyènes. Jusqu'à la fin de ma vie, je ferai ce métier. La réparation du moteur avec un morceau de bois semble tenir. Mais pour combien de temps? Le train avance mollement, 20 km/h, et il leur reste encore 20 km à parcourir. Encore 1 heure de voyage, dans une chaleur suffocante. Et les passagers se protègent des morsures du soleil comme ils peuvent. Il fait très chaud, ça m'assomme. C'est pour ça que je m'allonge. Abeda, la jeune vendeuse, a vendu tout son cat, mais elle est inquiète pour ses légumes. À cause de la chaleur, mes légumes commencent à flétrir. Je vois que les feuilles sont toutes ramollies. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses peines. La motrice
montre soudainement un gros signe de fatigue. Elle s'essouffle et s'arrête, comme foudroyée par la chaleur. Vu l'étendue des dégâts, cette fois-ci les mécanos ne sortent même plus les outils. Le moteur a explosé. Il ne repartira pas. Les passagers, eux, oui. Une partie des 300 voyageurs décide de finir le trajet à pied. Il faut que je me dépêche, sinon mon cadre va être tout desséché. Victor, le conducteur, subit le sort des capitaines de navire. Moi, je suis responsable des gens, du matériel et de la machine. Alors je suis obligé de rester ici. Combien de temps? Combien de jours? Victor ne sait pas. Il n'y a aucune limite à l'attente. Pour atteindre leur destination, la ville de Gélilée, les naufragés du train ont encore 20 km à parcourir. C'est sûr, certaines marchandises n'arriveront pas très fraîches. À moins d'utiliser les dromadaires qui les narguent le long de la voie, il leur serait bien utile. Avec mes bagages, c'est vraiment très dur. Mais je n'ai pas le choix, il faut que j'avance. Certains passagers ont la technique pour capturer les bêtes. Mais après réflexion, ils les ont relâchés. On ne plaisante pas avec les voleurs de dromadaires dans la région. Certains mettront près de 10 heures pour rejoindre leur destination. D'autres, épuisés, attendront sur le bord de la voie le train de secours. Il n'est arrivé que le lendemain matin. À 500 km de là, les bagnards du sel aussi se préparent à prendre la route. Leur voyage s'annonce éprouvant. Mais contrairement aux passagers du train, ils ne vont rien porter sur leur dos. Avec mes 30 chameaux, je transporte 200 kilos de sel. Je vais marcher pendant 3 nuits pour aller le vendre en ville. De cette fournaise est née une légende. Le soleil avancerait dans le ciel grâce à un char tiré par des chevaux de feu. L'un d'eux, prénommé Aïtiop, aurait donné son nom à l'Éthiopie. Il y a peut-être du vrai dans cette légende, tellement sa chaleur semble rayonner sur le pays.